La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Monsieur Jean-Pierre Vigier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la mascarade continue. Vous êtes sur des sables mouvants. Plus vous vous agitez, plus vous vous enfoncez. Nous apprenons finalement que vous refusez de prononcer un discours de politique générale, craignant visiblement l'issue du vote. Après 5 jours de tergiversation, le président de la République vous a sommé de ne pas démissionner. Monsieur le Premier ministre, tout ça pour ça. Toute cette invraisemblable cacophonie n'aura permis au fond que de mettre en lumière l'affaiblissement de l'exécutif et votre incapacité à former une équipe gouvernementale digne de ce nom. Depuis 10 jours, de refus en refus, vous êtes incapable de trouver un ministre de l'Intérieur alors que la sécurité est plus que jamais la préoccupation première des Français. Quand on pense qu'il y a encore quelques jours, le président de la République nous présentait le départ de M. Collomb comme une simple péripétie, vos ministres, au lieu d'être au travail, passent leur temps à surveiller la sonnerie de leur téléphone et à regarder les chaînes d'infos. Et pendant ce temps-là, les retraités sont écrasés par les augmentations de CSG. Les classes moyennes matraquées par les augmentations d'impôts. Et la délinquance continue d'augmenter. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous mettre fin à ce psychodrame? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je sais la place importante que... Monsieur Jacob. Monsieur Jacob. Seul le Premier ministre a la parole et on l'écoute. S'il vous plaît. Asseyez-vous, Monsieur Fasquelle. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous disais, Monsieur le député, que je sais la place qu'occupe dans notre démocratie la presse, les commentateurs, qui sont libres de leur expression, dont nous avons besoin et qui sont un garant de la démocratie. Il se trouve que j'ai pour habitude, Monsieur le député, et c'est une ancienne habitude, de ne jamais commenter les rumeurs. Certaines m'amusent, d'autres me consternent, et il n'est pas impossible même que parfois elles m'affligent. Mais en aucune façon, Monsieur le député, je ne les commente, pour une raison très simple. C'est que je pense que ça n'apporte strictement rien, ni à l'action publique, ni même au débat public. Ni même au débat public. Je vous ai dit, et vous savez parfaitement, quel est le droit. Les attributions du Premier ministre et celles du Président de la République qui, le moment venu, procédera aux nominations. Je peux vous dire une chose, Monsieur le député, puisque vous semblez vous inquiéter, et je ne perçois aucune once de mauvaise foi dans votre propos, bien entendu, puisque vous semblez vous inquiéter de ce que le gouvernement ne serait pas consacré tout entier à son action. Eh bien, je veux vous dire, Monsieur le député, qu'hier, peut-être cela vous a-t-il échappé parce que peut-être trouvez-vous ce sujet anecdotique. Mais hier, le ministre d'État, ministre en charge des transitions, obtenait à Luxembourg, grâce à l'influence de la France, un accord tout à fait remarquable sur un sujet dont tous ici nous sommes convaincus qu'il est essentiel, celui de la transition et de la lutte contre les gaz à effet de serre. Je veux vous dire, Monsieur le député, que ce matin, Jean-Paul Delevoye, vous le connaissez, haut commissaire que j'ai nommé, a rendu public
les conclusions de la première phase de discussion que nous avons engagée sur la réforme des retraites. Vous avez choisi de ne pas en parler, c'est dommage. Je pense que c'est un sujet qui intéresse les Français. Vous auriez pu indiquer, monsieur le député, mais vous ne m'écoutez guère, vous auriez pu indiquer que dans l'ensemble des domaines, le gouvernement qui est là, agit, poursuit le chemin qui a été tracé par le président de la République. Et pour conclure, je voudrais vous dire avec le plus grand calme et la plus grande sérénité que ni vous, monsieur le député, ni aucun commentateur, ni personne, jamais ne mettra le début du commencement de la moitié d'une feuille de papier à cigarette entre le président de la République et le Premier ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Avant de lui passer la parole, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Monsieur Mounir Bellamiti, qui est devenu député de la première circonscription de la Loire-Atlantique le 5 octobre dernier. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, hier, à Rennes et à Tolbiac, des individus souvent extérieurs au monde étudiant ont tenté d'occuper avec violence des locaux universitaires, dégrader des équipements publics pour protester contre, je cite, les politiques de casse du service public. Un paradoxe. Un paradoxe qui serait risible si les premières victimes de ces actes n'étaient pas celles et ceux qui, précisément, ont le plus besoin de l'enseignement public. Pour beaucoup de nos jeunes, seule l'éducation libère. Seule l'éducation prépare à de nouvelles perspectives professionnelles et sociales. L'éducation est leur bien le plus précieux et j'en sais quelque chose. S'attaquer à l'université, tenter contre la volonté de la majorité des étudiants d'empêcher la tenue des cours, ce n'est pas défendre des idées, c'est compromettre l'avenir des milliers de jeunes qui n'ont rien d'autre pour réussir. Hier, les forces de l'ordre sont intervenues rapidement et avec efficacité. Et la situation est revenue à la normale. Je crois, mes chers collègues, que nous pouvons ici être reconnaissants envers toutes celles et ceux qui agissent au quotidien pour garantir le bon fonctionnement de nos universités, messieurs, dames. Merci. Il n'empêche, mes chers collègues, que ces actes de vandalisme ont un coût et des conséquences. Dans la circonscription dont je suis désormais le représentant, à Nantes au printemps dernier, les dégradations sur le campus ont engendré une facture de près d'1 million d'euros, messieurs, dames. Près d'1 million d'euros partis en fumée, au détriment des étudiants et des jeunes dont je parlais à l'instant. Alors, Madame la Ministre, combien les occupations du printemps dernier ont-elles coûté à l'université française? Comment sont financés les travaux rendus nécessaires? Où en sommes-nous de la remise en état des locaux? Et quelles mesures sont prises pour éviter que de tels actes ne se reproduisent à l'avenir? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mounir Bellamiti. Vous avez raison de rappeler que les occupations des sites universitaires au printemps ont eu un coût, 7 millions d'euros estimés aujourd'hui, et que l'État étant son propre assureur, c'est bien entendu l'État qui a fait en sorte que les locaux soient remis en état de façon à ce que la rentrée universitaire puisse se dérouler de la façon la plus sereine possible. Et je tiens à remercier l'ensemble des équipes universitaires et rectorales qui ont permis ce résultat. Mais vous avez aussi raison de le rappeler, hier encore, ceux qui prétendent lutter contre, je cite, la casse sociale organisée par le gouvernement ont tenté une fois de plus d'instrumentaliser les sites universitaires. Alors moi j'aurais aussi des questions à poser. Qui souhaite empêcher la mobilité sociale et la mobilité géographique en refusant de voter les quotas de mobilité sociale et les quotas de mobilité géographique dans la loi orientation et réussite des étudiants? Qui souhaite empêcher notre jeunesse de se grandir par l'éducation, empêcher notre jeunesse de se grandir par le mérite et par le travail? Qui souhaite faire en sorte que les universités restent les lieux où l'on va par défaut? Et quel gouvernement, quelle majorité a souhaité redonner le choix aux étudiants? C'est ça qui a changé à cette rentrée universitaire. C'est que les jeunes qui sont dans les amphithéâtres sont là parce qu'ils l'ont choisi. Et effectivement, hier, nous l'avons vu, la très grande majorité des étudiants
se sont opposés au blocage de quelques-uns. Et lorsque les présidents d'université, qui sont en charge du maintien de l'ordre public, ont fait appel aux forces de l'ordre, celles-ci ont été accueillies comme elles le méritent. Elles étaient là pour permettre aux étudiants d'étudier au sein de l'université. Et je tiens à les en remercier publiquement. Merci, Madame la Ministre. Je suis heureux de souhaiter en votre nom à tous la bienvenue à une délégation de la Chambre des représentants de la Nouvelle-Zélande, conduite par sa vice-présidente, Madame Anne Tollet. La parole est à Monsieur Joël Aviragnet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, faire plus pour ceux qui ont moins, c'était la promesse de campagne du président de la République lors des élections de 2017. Et c'est devenu, je le crois, le slogan triste d'un gouvernement à la peine en matière de politique sociale. Sorte d'exercice d'auto-persuasion thérapeutique, votre faire plus pour ceux qui ont moins s'est traduit depuis votre entrée en fonction par une baisse des APL, une sous-indexation des pensions de retraite et des prestations familiales, ou encore la suppression d'une partie de l'allocation des personnes handicapées. Mais vous ne vous arrêtez pas là, Madame la Ministre, car le zèle a cela d'extraordinaire qui vous pousse à faire de grandes annonces sous le feu des projecteurs pour mieux vous désavouer lorsque les Français ont le dos tourné. Et je veux parler, vous vous en doutez, de la prime d'activité. Vous aviez promis aux Français une revalorisation de 20 € par mois pour les bénéficiaires de la prime d'activité. Or, grâce à la vigilance de Boris Vallaud, nous apprenons dans un décret du 3 octobre 2018, adopté en catimini et signé de votre main, qu'elle sera en fait de 8 € net pour un salarié au SMIC. Vous aviez pourtant encensé cette revalorisation de la prime d'activité de 20 €. Vous disiez même qu'avec cette mesure, vous assuriez, je vous cite, l'équivalent d'un 13e mois de salaire pour les travailleurs rémunérés au SMIC. Un 13e mois de salaire à 8 €, Madame la Ministre, avouez que c'est original. Ce serait presque amusant si ça n'était pas en réalité affligeant. Affligeant de mépris pour les travailleurs qui s'échinent à joindre les deux bouts, affligeant de cynisme pour ceux qui ont cru en votant Macron que le travail serait rémunéré à sa juste valeur, affligeant d'hypocrisie enfin quand on prétend faire plus pour ceux qui ont moins. Alors, Madame la Ministre, allez-vous annuler le décret du 3 octobre, honorer la parole donnée et adopter un nouveau décret pour une vraie revalorisation de la prime d'activité, sans faux-semblants, sans duperie et sans tromperie? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Joël Aviragnet. Les engagements du Président de la République seront totalement tenus. Il s'agit d'un engagement de plus 100 € pour un salarié au SMIC d'ici la fin du quinquennat, soit 20 € d'allègement de cotisations maladie et 80 € d'augmentation de la prime d'activité. Les années 2018 et 2019 constituent une première étape de mise en œuvre de cet engagement. En janvier et en octobre 2018, la suppression des cotisations salariales chômage et maladie offre déjà un gain de 20 € pour les personnes au niveau du SMIC. En octobre 2018, l'augmentation de 20 € du montant forfaitaire de la prime d'activité, couplée à une mesure relative à la modification de la prise en compte des revenus professionnels dans le calcul de la prime, sera mise en œuvre. L'augmentation est décroissante avec le revenu et cela résulte du mode de calcul de la prime. Ce mécanisme a été présenté dans le cadre du projet de loi de finances 2018, c'est-à-dire l'année dernière à la même période, même si sa mise en œuvre relève du niveau réglementaire. C'est cohérent avec notre souhait de maximiser l'aide sur ceux qui reprennent un travail souvent à temps partiel. C'est aussi cohérent avec l'idée qu'il n'y a aucune raison que la prime d'activité aille couvrir des niveaux de salaire au-delà de ce qui existe aujourd'hui. Cela représente un effort financier considérable, 700 millions € en plus pour ces salariés en 2019, soit une augmentation du budget consacré à la prime d'activité de plus 10% pour atteindre 6 milliards € en 2019 sur la prime d'activité, 6 milliards € pour augmenter le revenu net de ceux qui travaillent.
En 2019, 2020 et 2021, l'effort sera poursuivi et ciblé sur les niveaux de salaire autour du SMIC. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Nathalie Elimas. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la Ministre, les premières annonces relatives au budget de la sécurité sociale laissent entrevoir une amélioration significative des comptes du régime général qui repasseront à l'équilibre en 2019 pour la première fois depuis 18 ans. Cette trajectoire de redressement constitue un effort considérable à même de garantir l'avenir de notre modèle que le groupe Modem et Apparentés tient à saluer. Plus largement, nous approuvons les choix forts et cohérents qui doivent permettre de soutenir l'activité et la transformation de notre système de santé, que l'on retrouve dans le premier pilier de la stratégie nationale de santé 2018-2022, annoncée par le gouvernement, notamment par le traitement des questions de prévention et de promotion de la santé. Tout cela trouve sa cohérence dans plusieurs articles du PLFSS que nous examinerons à partir de la semaine prochaine. Il en est de même de l'exonération des cotisations des heures supplémentaires ou de la baisse des cotisations sociales qui sont des mesures décisives pour soutenir les dispositifs d'aide à la personne. Enfin, avec la création d'un fonds de lutte contre les addictions, l'accompagnement des plus vulnérables, le gouvernement s'inscrit pleinement dans une vision globale qui s'adresse à tous nos concitoyens. Dans ce cadre, comme vous le savez, notre groupe est extrêmement attaché à la réduction des inégalités territoriales. Or, ces disparités sont encore plus flagrantes lorsqu'il s'agit de la santé. Dans cette optique, Madame la Ministre, ma question est la suivante. Comment ces annonces seront-elles concrètement converties afin qu'elles puissent impacter l'ensemble de nos territoires et réduire les inégalités qui n'ont cessé de se creuser ces 20 dernières années? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Nathalie Elimas. D'abord, merci de noter qu'effectivement, depuis 18 ans, pour la première fois, le budget de la sécurité sociale est à l'équilibre. Certains ont l'air de le regretter. Cet équilibre nous permet enfin d'agir. Le PLFSS de cette année traduit des priorités politiques. Et vous l'avez dit, dans ces priorités, il y a la prévention, il y a l'aide aux familles les plus démunies, il y a le secteur médico-social avec notamment des mesures en faveur des enfants en situation de handicap. Et puis, il y a évidemment l'investissement dans notre système de santé et pour un meilleur accès aux soins pour nos concitoyens. Ce PLFSS, il traduit le plan Ma Santé 2022 présenté récemment par le Président de la République. En pratique, bien que tout ne relève pas du PLFSS, dès cette année seront inscrites des mesures permettant le financement des communautés professionnelles de territoires de santé. Dès cette année seront inscrites des mesures financières permettant de créer les 4000 postes d'assistants médicaux pour les médecins qui exercent en exercice collectif et notamment pour couvrir les territoires les plus sous-dotés et rendre du temps médical aux médecins. Dès cette année, apparaîtront des mesures de financement en faveur des établissements de santé, notamment pour restructurer les hôpitaux de proximité dans lesquels nous souhaitons réinvestir. Enfin, vous le savez, les moyens consacrés à l'assurance maladie augmenteront de 2,5% au lieu des 2,3% programmés, soit une rallonge de 400 millions d'euros. C'est le taux le plus élevé depuis 6 ans. Nous nous sommes engagés dans une politique de réduction des inégalités. Merci, Madame la députée, de nous accompagner dans l'examen de ce PLFSS. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, et concerne l'engagement pris collectivement par le Président de la République et la majorité présidentielle à refonder notre système de retraite. Cette refondation est une véritable opportunité, mes chers collègues, pour renouer le lien intergénérationnel et le structurer autour d'un socle de droits partagés où la solidarité aura toute sa place. Les concertations engagées autour de ce grand projet de société ne se font pas sous la pression d'objectifs comptables et financiers, comme cela a été le cas depuis 15 ans.
Certes, nous ne sommes pas encore à l'équilibre, mais nous n'en sommes plus très loin, puisque sur un volume de retraite de 308 milliards, nous approchons un déficit de 7 milliards. Il ne s'agit donc pas de mettre en œuvre une réforme paramétrique en décalant l'âge ou la durée de cotisation, comme cela a été fait précédemment. Ce futur système de retraite restera bien sûr un système de retraite par répartition, reposant sur la solidarité entre les générations. Il sera universel, lisible et équitable. Il faut en finir, mes chers collègues, je le crois, avec le maquis des 42 régimes de retraite existants. Demain, 1 euro cotisé devra donner les mêmes droits à chacun, quel que soit son parcours professionnel. Fidèle à la méthode gouvernementale, la concertation avec les partenaires sociaux et syndicaux, mais aussi les consultations et les contributions citoyennes ont débuté en avril dernier, sous votre conduite, Madame la Ministre, et sous celle de Jean-Paul Delevoye. Une réunion s'est tenue ce matin avec l'ensemble des partenaires sociaux pour dresser le bilan des 6 premiers mois de concertation et présenter les premiers axes de ce projet. Je souhaite connaître, Madame la Ministre, et j'y arrive, mes chers collègues, pas d'impatience, votre analyse sur cette première étape de la concertation qui va être suivie d'une nouvelle phase plus thématique avant que Monsieur le Haut-Commissaire ne remette ses recommandations au gouvernement d'ici quelques mois. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Laurent Pietraszewski. Merci pour cette question qui me permet de faire un point d'étape sur la réforme des retraites. Vous le savez, j'ai réuni avec Jean-Paul Delevoye ce matin l'ensemble des partenaires sociaux pour leur faire part des premières orientations suite aux négociations qui se sont tenues ces 6 derniers mois. Et nous avons également pu échanger sur les thèmes à aborder dans les suites de leurs travaux. Je tiens à préciser que cette réunion s'est tenue dans un climat de confiance qu'il convient de souligner. Nous partons du constat suivant. Notre système est injuste avec 42 régimes différents. Les Français n'ont pas tous les mêmes droits lorsqu'ils partent à la retraite. Notre système est illisible. Chaque Français est en moyenne affilié à plus de 3 régimes de retraite différents. Notre système est instable et il est impilotable. Ce n'est donc pas une nouvelle réforme qui s'est engagée, c'est la construction d'un nouveau système de retraite qui repose sur un grand principe, celui de l'universalité des droits et une volonté politique forte. Permettre que les retraites soient plus simples, plus justes pour tous les Français et que nous soyons particulièrement attentifs aux enjeux des nouvelles solidarités. Cette réforme doit conforter notre système de retraite, lui permettre de s'adapter aux enjeux de la société française de demain. Elle doit permettre de garantir aux plus jeunes une retraite en construisant un système plus solide et plus solidaire. Et je tiens également à rassurer, les actuels retraités ne sont absolument pas concernés par la réforme et la transition sera très progressive. Ce matin, nous avons proposé aux partenaires des thèmes à examiner dans les prochaines étapes, les modalités de transition du système actuel vers le système universel, la question de l'âge de départ et l'organisation financière et institutionnelle du système universel. Le temps de la retraite est un temps long. Aussi, nous sommes très attachés à cette phase d'échange. Et je tiens à rappeler que l'ensemble des partenaires sociaux s'est engagé à poursuivre la concertation dans les semaines qui viennent. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Fabien Roussel. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, ils étaient des dizaines de milliers de salariés et de retraités hier à manifester leur colère. Et il y a tous ceux qui souffrent en silence. Mais cela ne vous empêche pas de programmer de nouvelles baisses de pouvoir d'achat dans votre projet de budget 2019. Gel des pensions et des prestations sociales, gel des salaires des fonctionnaires, du SMIC, gel des dotations aux communes, au logement, nouvelle hausse des taxes sur les carburants, sur le tabac et des frais de santé qui n'arrêtent pas d'augmenter, Madame la Ministre. Même les territoires d'outre-mer risquent d'être mis à contribution. Hier, les députés communistes, avec d'autres, ont déposé un amendement réclamant le rétablissement de la demi-part pour les personnes âgées vivant seules. Impossible, ça coûte 1 milliard d'euros, trop cher. Mais dans ce budget 2019, quand vous décidez de faire encore des cadeaux aux plus riches, vous ne croyez pas que ça coûte cher au budget de l'État aussi? La niche Copé, par exemple, elle coûte 7 milliards d'euros. C'est pas cher, ça? Et le CICE qui sera versé 2 fois cette année pour un coût total de 40 milliards d'euros. C'est pas cher, ça? Et les dividendes qui, avec la flat tax, n'ont jamais été si peu taxés. Ça coûte pas cher, ça? Au moins 900 millions d'euros.
Mais les 358 000 Français les plus riches qui payaient l'ISF, eux, vont encore bénéficier de vos largesses. Ils ont pourtant accumulé un patrimoine total de 1 028 milliards d'euros, 50% de notre produit intérieur brut. Où sont passées l'égalité et la fraternité, valeurs indissociables de notre République? Alors, monsieur le Premier ministre, quand les communistes et d'autres vous disent que le capitalisme ne répond plus, ce n'est pas une question, c'est une demande. Redonnez de l'espoir. Choisissez l'être humain et la planète et sortons de ce système qui met la finance au service d'une minorité d'ultra-riches, parce que c'est ça qui divise nos sociétés et nourrit les nationalismes. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Et si possible... Merci, monsieur le Président. Si possible, sans Mesdames, page de messieurs les publicité. députés, monsieur le député Roussel, merci pour cette question qui a été posée avec la nuance qui vous caractérise, mais aussi l'attachement à une idéologie que vous défendez depuis toujours, et il faut le souligner. Mais monsieur Roussel, plutôt que d'aligner une série d'affirmations et sans prendre la peine de souligner ce qui va dans le bon sens, peut-être que cela appelle de ma part une réponse un peu plus précise. Vous auriez pu rappeler qu'au mois d'octobre 2018, la diminution des cotisations salariales va permettre un gain de pouvoir d'achat pour celles et ceux qui travaillent. Vous auriez pu rappeler que nous allons augmenter la prime d'activité et comme l'a rappelé Agnès Buzyn, ça se traduira par une augmentation de 100 € à l'échelle du quinquennat pour toutes celles et ceux qui travaillent à l'échelle du SMIC. Vous auriez pu rappeler, monsieur Roussel, qu'au 1er novembre, l'allocation pour les adultes handicapés va augmenter de 50 €, que c'est l'augmentation la plus importante qui n'ait jamais intervenue et que nous ajouterons 40 € l'année prochaine pour une augmentation de presque 100 €. Vous auriez pu aussi rappeler qu'au mois d'avril dernier, l'allocation dite du minimum vieillesse a augmenté de 35 €, qu'elle augmentera à nouveau de 35 € l'année prochaine et que nous l'augmenterons aussi de 100 € au total. Et puis surtout, monsieur Roussel, parce que vous êtes élu d'une circonscription populaire et parce que derrière les affirmations et parfois le ton un peu vif et des questions et des réponses, je sais aussi quelle est la population que vous défendez. Vous devriez, plutôt que de dresser la liste des critiques, soutenir le plan défendu par Mme Buzyn, soutenir le plan de lutte contre la pauvreté, soutenir les initiatives qui sont prises par ce gouvernement pour un reste à charge zéro, sur les prothèses dentaires, sur les prothèses auditives, soutenir les initiatives du gouvernement pour permettre la scolarité à 3 ans et ainsi lutter contre la création même des inégalités plutôt que de maintenir un système qui les renouvelle et qui renouvelle encore et encore les discriminations sociales. Vous auriez pu aussi soutenir tout ce que Mme Agnès Buzyn et l'ensemble du gouvernement mettent en place pour faire en sorte que la pauvreté, non seulement nous puissions en sortir, mais que le plus important soit de ne pas y retomber et faire en sorte que les enfants qui naissent dans ce pays, dans une famille malheureusement pauvre, n'aient pas à connaître le même sort que leurs parents. Notre travail, notre objectif, c'est de casser le déterminisme, c'est de lutter contre les inégalités à la racine. Ça n'est pas de nous réfugier uniquement dans la compétition. La parole est à monsieur Aurélien Pradier. Ma question s'adresse à la secrétaire d'État aux personnes handicapées. 320 000, c'est le nombre d'enfants extraordinaires qui grandissent au sein de l'école de la République. 80 000, c'est le nombre de femmes et d'hommes AVS, AESH, tout aussi extraordinaires qui accompagnent leurs pas. Pourtant, sur la seule Académie de Paris, 870 élèves en handicap sont aujourd'hui sans solution. 200 dans le Val-de-Marne, 600 en Ille-et-Vilaine. Ces chiffres, souvent cachés, sont accablants pour nous tous. Dire que tout va bien, s'auto-satisfaire, revient à démissionner. Nous ne pouvons plus attendre. Le petit Thomas, malvoyant, privé de voyage scolaire, ne doit plus attendre. Tom, autiste, qui devait faire sa rentrée des classes en septembre, attend encore chez ses grands-parents. Sylvie, AESH à Nantes, travaille 20 heures et touche 687 €. Elle ne doit plus attendre. Lydia, AVS, n'a toujours pas reçu ses 60 heures de formation. La République, nos valeurs, la promesse d'inclusion ne doivent plus attendre. Mes chers collègues, certaines causes plus grandes que nous méritent de nous rassembler. Vous attendez l'opposition qu'elle fasse des propositions. Nous en faisons. Demain, j'aurai l'honneur, au nom du groupe Les Républicains, de présenter ici une proposition de loi. Nous voulons faire progresser le statut des accompagnants, décloisonner les temps, réduire les délais de demande. En commission, tous les groupes, tous ont déposé des amendements constructifs. Le seul groupe qui, avec mépris, n'a pas pris la peine d'un seul amendement, c'est La République En Marche. Le seul groupe qui a déposé une motion de rejet, refusant donc toute discussion sur le texte, c'est La République En Marche.
Le handicap ne mérite-t-il pas mieux que ces vieux sursauts de sectarisme? Pensez-vous vraiment que tout va bien, que rien ne doit changer? Que reste-t-il de la promesse du nouveau monde de faire de la politique autrement? Manifestement, il n'en reste rien. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Aurélien Pradier, nous avons en tout cas déjà la garantie que la politique autrement, ce n'est pas vous qui allez la faire. Et d'ailleurs, votre question me rappelle étrangement la même question que nous avons eue de la part de M. Ruffin la semaine dernière. Monsieur Ruffin, et c'est intéressant de voir vos rhétoriques symétriques. Un peu de calme. Alors, du calme. On voit que les réponses vous intéressent beaucoup. Il est intéressant de voir vos rhétoriques symétriques parce que le cas présenté par M. Ruffin la semaine dernière, en réalité, était résolu le jour même, indépendamment de sa question. Et je suis certain que les cas que vous avez évoqués sont en train d'être résolus. En cette rentrée, vous avez cité un chiffre de 320 000. En cette rentrée, il y a 340 000 élèves handicapés accueillis dans notre système. Donc ça a augmenté de 20 000. Les taux de réponse sont les meilleurs qu'il n'y a jamais eu depuis aucune rentrée scolaire. Dans votre département, le Lot, ce chiffre est de 4%. Il n'a jamais été aussi bon. Et il va encore s'améliorer au cours des prochains jours. Donc oui, en effet, cette politique d'accueil des élèves handicapés mérite autre chose que de vaines polémiques. Elle mérite du rassemblement. C'est pourquoi, messieurs, s'il vous plaît, dès la rentrée prochaine, nous allons avoir encore plus d'AESH recrutés. Nous allons battre le record de moyens mis sur cette question et nous vous présenterons des textes qui vont beaucoup plus loin que ce que vous proposez. Mes chers collègues, à quoi sert-il de poser des questions si vous n'écoutez pas les réponses? La parole est à Madame Cécile Muscotti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre, l'accident est extrêmement rare. 2 bateaux, géants des mers, encastrés l'un dans l'autre au milieu de la Méditerranée. Un navire roulier tunisien et un porte-container chypriote se sont percutés dimanche dernier au large de la Corse. Aucun blessé n'est heureusement à déplorer, mais le pire est peut-être devant nous. Une nappe de fioul de plusieurs dizaines de mètres cubes s'est échappée du porte-container et elle dépasse aujourd'hui plus de 25 km de long. On nous assure que les actions de lutte contre la pollution se poursuivent activement avec la présence de 7 navires français, italiens et de l'Agence européenne de la mer, dont je salue la mobilisation, notamment celle de la Marine nationale de Toulon. Pour autant, notre inquiétude demeure. Nous devons à tout prix éviter une catastrophe écologique de la plus grande ampleur. Comme vous le savez, Monsieur le Ministre, la collision a eu lieu à proximité des limites du parc naturel marin du Cap Corse et de la Griate. Les conséquences environnementales de cet accident risquent donc d'être encore plus désastreuses. La mer Méditerranée est déjà en danger. Un tel événement la fragilise encore plus et ne fait qu'accroître les inquiétudes des populations et des élus du pourtour méditerranéen. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous apporter des précisions sur les dispositifs de dépollution mis en œuvre et sur l'avancée des opérations ainsi que sur les mesures d'urgence que compte prendre notre gouvernement pour assurer la protection de la biodiversité en Méditerranée? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Cécile Muscotti, vous venez de m'interroger sur les conséquences de cette collision maritime totalement improbable, mais qui pourtant a bien eu lieu, où un navire, en effet, de transport de camions est venu s'encastrer par 10 mètres de profondeur dans la coque d'un porte-conteneur qui était là au mouillage. J'ai tenu à me rendre sur place hier avec les élus corses
le député Michel Castellani et le président de la collectivité de Corse pour prendre la mesure justement des dégâts, de la pollution qu'on ne peut voir qu'en survolant la zone, et également saluer les équipes qui sont mobilisées dès dimanche matin. Des bateaux ont été dépêchés sur place pour procéder aux premiers secours, d'une part, il n'y a pas de victimes heureusement parmi l'équipage, et aussi pour procéder à la dépollution. Je tiens à saluer le fait qu'il y a aujourd'hui 8 bateaux. Il y en a maintenant 8, 4 français, 4 italiens, et je tiens à saluer la coopération franco-italienne pour la protection de la Méditerranée. Il y avait d'ailleurs eu un exercice il y a 15 jours en Sardaigne entre la France et l'Italie et qui est malheureusement très utile pour faire face à ce problème. La première priorité, c'est la dépollution et d'ores et déjà plus de 120 mètres cubes ont été pompés de ce produit qui est sorti des soutes du porte-conteneurs et qui est un fuel de propulsion et qui est un mélange d'un produit léger et d'un produit plus lourd. Et cela se poursuit, même si c'est rendu un peu plus difficile par le fait que la nappe a tendance à s'étaler, mais elle dérive vers le nord et donc elle ne dérive pas vers les côtes corses. Par ailleurs, et pour finir, les opérations de désincarcération sont beaucoup plus compliquées que prévu et donc des moyens supplémentaires sont dépêchés sur place. Mais je crois encore une fois que nous pouvons toutes et tous saluer la mobilisation des services de l'État, des équipes civiles et militaires françaises et italiennes. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Christophe Naegelen. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, d'un côté, nous avons le ministre d'État démissionnaire, Gérard Collomb, qui déclarait en quittant son ministère que la République n'était plus présente dans certaines banlieues, qu'il y avait des zones de non-droit dans notre pays. Et à ce constat, nous a été opposée une réponse angélique et déconnectée. Certes, cet état de fait ne date pas de votre mandature, mais il serait grand temps de redonner non seulement les moyens, mais aussi les directives à nos forces de l'ordre afin qu'elles puissent intervenir et faire respecter la loi uniformément. Mais d'un autre côté, non content d'oublier ces banlieues, vous oubliez aussi les territoires ruraux. Selon un récent sondage, 81% des Français voudraient pouvoir vivre à la campagne et profiter de sa qualité de vie, mais y renoncent. Ils y renoncent du fait du désengagement de l'État dans ses services de proximité. En plus de cela, vous imposez des hausses de carburant qui touchent encore plus ces territoires, impactant tous les secteurs, allant du monde associatif, et vous n'imaginez pas pour le monde associatif son impact négatif au monde du travail, en pénalisant aussi bien les travailleurs que les entreprises. Monsieur le Premier ministre, le territoire français connaît de profondes inégalités. D'un côté, certains de nos concitoyens sont abandonnés à la loi du plus fort. Et en même temps, par facilité, ou par éloignement peut-être, vous continuez à oublier le monde rural. Cette période budgétaire devrait être l'occasion d'un rééquilibrage de l'action publique. Quand comptez-vous finalement mener non pas une politique de cohésion des territoires, en oubliant certains, mais bien une politique de cohésion du territoire national dans son ensemble? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, vous m'interrogez sur deux questions, au fond, les quartiers et la ruralité. Je crois que nous avons déjà une politique qui va rééquilibrer financièrement pour la sécurité dans les quartiers. Il est vrai qu'il y a des quartiers difficiles, où il y a une grande insécurité, où il y a des trafics. Et c'est la raison pour laquelle la police de sécurité du quotidien a vocation à être présente sur l'ensemble du territoire, mais aussi la définition des premiers quartiers de reconquête républicaine. Et vous savez que ces quartiers de conquête républicaine vont être fléchés pour la création de postes nouveaux. Il y en aura 1300 qui seront fléchés au bénéfice de ces quartiers. Et les premiers fonctionnaires, 300 premiers fonctionnaires seront mis en place d'ici le mois de décembre. D'autre part, une doctrine renouvelée pour lutter contre les incivilités et les trafics avec l'approfondissement du travail opérationnel entre le préfet
et le procureur de la République pour la réappropriation de la voie publique. Enfin, pour les quartiers toujours, la recherche d'un lien nouveau avec la population au travers des bailleurs sociaux et des associations qui jouent un si grand rôle dans nos quartiers en difficulté. Enfin, pour la ruralité, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, notamment sur la fiscalité sur le gasoil. Vous savez aussi qu'il y a les aides aux Français pour rouler plus propre. Nous assumons cette politique avec plus 50% en 2019 pour la prime à la conversion et le bonus aux voitures électriques. Il a été tout à l'heure aussi évoqué le problème de la démographie médicale, qui est un vrai problème dans le monde rural. Et bien sûr, le plan d'Agnès Buzyn est là pour y répondre. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Olivier Véran. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Ministre des Solidarités et de la Santé. Pas plus tard qu'il y a quelques minutes, en traversant la salle des 4 colonnes pour vous rejoindre dans l'hémicycle, j'ai été interpellé par un journaliste, comme c'est le cas régulièrement pour les députés de la majorité, qui me demandait alors, est-ce que vous allez prendre le virage social ? Mais de quel virage social parlons-nous ? Nous n'avons pas besoin de virage social puisque nous avons, c'est ce que je lui ai répondu, nous avons un cap, celui donné dès le départ par le Président de la République, et nous suivons une trajectoire qui est à la fois déterminée et efficace. Alors oui, nous faisons différemment. Nous prenons l'innovation sociale, nous évitons les vieilles recettes parfois faciles qui consistaient à distribuer des allocations sans s'intéresser à l'utilité réelle de ces allocations et comment nous sortirions les gens de la misère. Mais il serait quand même paradoxal de s'excuser de mener une politique sociale alors même que nous avons présenté un plan pauvreté il y a 3 semaines qui a été salué quasi unanimement par l'ensemble des acteurs associatifs, des ONG, des associations engagées auprès des publics précaires sur le territoire. Alors que nous luttons efficacement contre les inégalités sociales à la racine, et lorsqu'il est trop tard pour les prévenir, nous luttons contre ces inégalités en facilitant l'accès à l'emploi. Alors que nous travaillons à l'émancipation pour les Françaises et les Français, notamment à travers le chemin de la formation et de l'emploi, je ne citerai qu'un exemple, celui de ces mères isolées, trop éloignées de l'emploi et qui bénéficieront demain d'un complément de garde renforcé, d'un tiers payant pour ne plus avoir à avancer les frais. Et puis nous menons une politique de redistribution et je crois que nous devons l'assumer. Si nous prenons la question des retraités, par exemple, oui, il y a une augmentation de la CSG pour certains retraités et une sous-indexation de la revalorisation des retraites, mais en retour, un retraité qui percevait 900 € par mois de revenus au début du mandat, dans 2 ans percevra 1 000 €, payera 30 € de moins pour sa mutuelle par mois pour une meilleure couverture santé et n'aura plus à renoncer aux soins faute de pouvoir avancer 2 000 € pour s'équiper d'une iodoprothèse ou payer des prothèses dentaires. Madame la Ministre, le PLFSS que vous avez présenté aujourd'hui en Conseil des ministres préfigure et met en œuvre ce que nous appelons l'État-providence du XXIe siècle. Pouvez-vous nous donner quelques-unes des grandes mesures ? Merci. La parole est à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, j'aurais aimé pouvoir entendre Monsieur le député Olivier Véran, mais visiblement quand on parle de réforme sociale, derrière moi, il y a une forte agitation et beaucoup de commentaires. Donc vous me pardonnerez si je ne réponds pas exactement à votre demande, mais je tiens d'abord à vous remercier pour tout le travail que vous faites en tant que rapporteur général du PLFSS. Ce texte va donc être examiné dès la semaine prochaine et Gérald Darmanin et moi-même allons le présenter aux commissions des affaires sociales. Clairement, ce texte s'inscrit dans la continuité évidente des politiques et des choix politiques que nous souhaitons mener, notamment en faveur de la protection des plus fragiles. Et puisque certains n'ont pas pu l'entendre, je vais répéter les choix stratégiques que nous avons décidé d'opérer. D'abord, ce PLFSS va traduire la feuille de route sur le grand âge que j'ai présentée le 31 mai dernier à la suite de la crise des EHPAD, avec des financements exceptionnels afin que les EHPAD puissent recruter plus de personnel soignant. D'autre part, ce PLFSS couvre évidemment toutes les mesures en faveur de la petite enfance prévues dans la stratégie de lutte contre la pauvreté. Ce PLFSS couvre le 100% santé, c'est-à-dire la mise en œuvre de la promesse du président sur l'absence de reste à charge pour les prothèses dentaires, optiques et audioprothèses qui sera mise en œuvre dès le 1er janvier 2019 pour certains tarifs et aboutira à l'absence de reste à charge pour l'ensemble des Français à partir du 1er janvier 2021.
Cela couvre également toutes les mesures du plan autisme, notamment sur la prise en charge précoce des enfants atteints d'autisme. C'est un PLFSS qui acte le congé de maternité harmonisé avec le secteur salarié pour les indépendantes et les agricultrices. C'est un PLFSS qui permet un meilleur accès aux complémentaires santé. C'est un PLFSS qui va permettre la transformation du système de santé. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Marietta Karamanli. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Le 2 octobre dernier, a disparu en Turquie M. Jamal Khashoggi, éditorialiste, dissident saoudien exilé, alors qu'il se rendait au consulat de son pays à Istanbul, où il réalisait des formalités administratives. Enlevé, séquestré ou assassiné, le mystère demeure et ses proches et la communauté internationale sont sans nouvelles depuis plus d'une semaine. Les officiels turcs estiment qu'il a pu être tué. L'Arabie saoudite a donné son accord à la fouille de ses locaux diplomatiques. L'intéressé avait écrit et dénoncé dans des articles parus aux États-Unis l'attitude de son pays, l'Arabie saoudite, à propos de l'embargo à l'égard du Qatar, de la guerre au Yémen et aussi de la répression politique et de la censure dans son pays. Il s'agit évidemment d'une affaire grave, mettant en cause les droits de l'homme, le respect des droits d'expression et de la presse. Elle constitue un facteur aggravant de la tension existant dans cette partie du Moyen-Orient. Votre ministère s'est juste dit préoccupé par sa disparition. Depuis plusieurs mois, notre pays est en retrait de la défense des droits de l'homme. Je pourrais citer aussi la situation des Kurdes d'Afrine, occupés par la Turquie, ou celle de la population civile de la région d'Idlib, en Syrie, où l'ONU craint un bain de sang. Il s'agit dans ce dernier cas d'une région contrôlée par des insurgés que le régime syrien entend reconquérir. On évoque 800 000 déplacés possibles en cas d'attaque. La nécessité donc d'arrêter l'escalade des violences et le risque de nouveaux migrants fuyant leur pays. Cette situation inquiète également les pays voisins. Donc ma question est simple, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Le bilan de l'action du gouvernement nous semble en deçà de ce qui est attendu de la voix de la France dans la défense des droits de l'homme et des droits humanitaires. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marietta Karamanli, la situation de M. Khashoggi est effectivement une préoccupation pour la France, comme la situation de tous ceux à travers le monde qui défendent la liberté de la presse. Hier encore, ici même, dans cet hémicycle, je parlais des journalistes qui, en Europe, depuis une année, ont été assassinés pour des raisons dont, au moins pour 2 d'entre eux, il y a fort à penser que c'était lié à leur situation professionnelle. À chaque fois que la liberté de la presse est menacée quelque part dans le monde, la France s'exprime et la France agit. Mais vous avez lié votre question à la situation de la Syrie et à celle du Proche-Orient. Vous l'avez dit, à Idlib, nous sommes face à une situation fragile. Un accord est intervenu entre les Russes et les Turcs qui a permis d'éviter le pire, une catastrophe humanitaire, des millions de réfugiés supplémentaires et vous l'avez dit également, le départ désordonné de milliers de djihadistes parmi les plus déterminés, dont certains qui sont français. Cet accord à Idlib, il a montré que la diplomatie pouvait l'emporter sur le fait militaire et dans les efforts diplomatiques, la France a été extrêmement active auprès des Russes pour les appeler à la responsabilité, auprès des Turcs avec lesquels certes nous avons des divergences mais qui sont en première ligne pour traiter de ce qui se passe dans la région parce qu'ils sont directement concernés. Alors cet accord à Idlib, il n'y a aucune raison de se reposer dessus parce qu'il est fragile. La situation est seulement gelée jusqu'à mi-octobre, c'est-à-dire jusqu'à demain. Et nous le savons, Bachar el-Assad n'a jamais fait mystère de son objectif de reconquérir toute la Syrie. Nos efforts diplomatiques, nous les déployons. Jean-Yves Le Drian était à New York pour réunir tous les acteurs autour de ce sujet. Nous avons aussi dit que nous prendrions à nouveau nos responsabilités si jamais l'arme chimique devait être
utilisés, nous agissons, nous nous exprimons, nous sommes présents Merci, à Madame chaque la fois ministre. La que les parole citoyens... est à Madame Jennifer de Temerman. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Il y a 2 semaines, nous fêtions les 3 ans de l'adoption de l'agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable. 193 États étaient alors capables de se mettre d'accord sur un plan pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité. Aujourd'hui, je reviens du Conseil de l'Europe, où j'ai pu constater et voir les intérêts nationaux et individuels attiser les haines et faire prospérer les populismes. Pendant ce temps, la 6e extinction de masse se joue et l'espèce humaine est à la fois actrice et victime. Actrice par ses émissions de gaz à effet de serre, n'en déplaise aux adeptes du gazole, victime de ses atermoiements. Les ministres de l'Environnement réunis hier au Luxembourg ont adopté un objectif de réduction des émissions de CO2 pour les véhicules de 35% d'ici 2030, ainsi qu'une position commune pour préparer la COP24. C'est vous et la France qui avez rehaussé les ambitions de la Commission. Alors que le GIEC a sorti il y a quelques jours un rapport alarmant sur les conditions pour contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré, le monde attend beaucoup de la France et de l'Union européenne. Nos populations exigent de nous du courage. Les marches de climat du mois dernier et celles à venir nous engagent collectivement, élus et citoyens, unis pour notre survie. Alors que les élections européennes approchent, l'unité et l'espérance ne se trouvent-elles pas dans la défense d'un développement durable qui transcende nos intérêts particuliers pour notre bien commun, celui d'une humanité en phase avec son environnement? Cette majorité n'a pas peur de vous soutenir. Nous sommes la majorité de conviction et de courage dans cette lutte climatique. Monsieur le ministre, comment la France envisage-t-elle de convaincre ses partenaires de l'urgence à agir contre les gaz à émissions de serre? Et quelle position adopterons-nous ensemble à la COP24 en décembre? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à M. François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, et Madame la députée de Temerman. Vous avez raison, hier, il y avait une réunion du Conseil des ministres européens de l'environnement et qui avait notamment 2 enjeux. Un sur la position de l'Union européenne pour la prochaine conférence mondiale, la COP24, qui aura lieu en Pologne à la fin de l'année. L'enjeu était de savoir déjà si nous avions une position européenne et par ailleurs si elle était ambitieuse. Et nous avons réussi. Ce n'était pas facile parce que beaucoup de pays ne voulaient pas afficher une position européenne et préféraient que ce soit chaque pays qui aille à la conférence avec ses positions. Et nous avons réussi à afficher l'idée qu'il y aurait un rehaussement de nos engagements sur les émissions de gaz à effet de serre. Et puis nous avions un deuxième gros enjeu sur les émissions de CO2 des voitures neuves en 2030. Et c'est un exercice concret, car quand on parle de l'objectif, tout le monde est d'accord. Mais quand il s'agit de parler de la déclinaison, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça a été beaucoup plus long de trouver un accord. Nous sommes arrivés, il y avait 3 positions très éloignées. Les constructeurs automobiles étaient sur une ambition très modeste, moins 20%. La Commission européenne, soutenue par des grands pays, notamment l'Allemagne, moins 30%. La France avait porté, avec de nombreux pays ambitieux, moins 40%. Et nous avons réussi à rassembler, j'ai cherché à rassembler des pays qui sont de l'Est et de l'Ouest de l'Europe, car je ne voulais pas que l'on oppose l'Est et l'Ouest sur ce sujet. Des pays producteurs, disons-le, producteurs de voitures, ayant une industrie automobile forte, et également des pays qui ont une ambition forte sur le climat et d'autres qui en ont moins. Et nous avons réussi à trouver un accord à moins 35%, c'est-à-dire l'option qui est plus ambitieuse que ce que proposait au départ la Commission. Et ensuite, il faut être clair, cela impliquera les consommateurs, je suis sûr qu'ils sont prêts, les industriels et les gouvernements sur un basculement fort et durable, notamment sur la voiture électrique. Merci, Monsieur le ministre d'État. La parole est à Monsieur Michel Larive. Oui, Monsieur le Président, merci. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, cette question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. La réforme du baccalauréat professionnel que vous avez baptisé lycée des métiers entend revaloriser la voie professionnelle pour y faire rentrer l'excellence, selon vous. La filière professionnelle concerne 700 000 élèves, soit 38% des lycéens en France, que vous réduisez
Lorsque vous réduisez de 13% le volume des enseignements généraux, vous dévalorisez la filière. Et lorsque vous réduisez de 4,5% l'enseignement pratique, vous la déprofessionnalisez. Entre 1987 et la réforme de 2019, la durée de l'enseignement du bac pro aura été divisée par 2. Dans ce climat déjà très défavorable, le diplôme professionnel est lourdement impacté par Parcoursup. Les chances de succès des élèves dans la voie professionnelle, dans l'enseignement supérieur, sont très fortement compromises. Mais je dois reconnaître, Monsieur le ministre, une certaine cohérence dans votre réforme. Elle correspond à la vision qu'a votre gouvernement de notre service public. Pour vous, l'éducation nationale n'est pas émancipatrice, mais synonyme exclusivement d'employabilité. Vous regardez l'enseignement de nos enfants qu'au travers le prisme comptable. Votre plan entraînera la suppression de 900 postes dans cette filière dès la rentrée prochaine, sur les 2600 prévus dans le secteur du secondaire. Vous aurez acté ainsi votre participation au grand plan social de la fonction publique que le gouvernement met en œuvre. La mise en concurrence du bac pro et de l'apprentissage aura pour résultat la marginalisation du premier, parce que les employeurs préféreront toujours le second, qu'ils financent et dont ils déterminent une partie du contenu pédagogique. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer votre intention de désengager progressivement l'État de l'enseignement professionnel? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Larive, je ne sais pas si je vais vous rassurer ou vous décevoir, mais nous avons au contraire une très grande ambition pour l'enseignement professionnel. Et j'aimerais la partager avec vous parce que d'ailleurs, certains points ressemblent à ce que défendait un ministre de l'enseignement professionnel très pragmatique en son temps, qui s'appelait Jean-Luc Mélenchon. Parce que cet enseignement professionnel que nous voulons, c'est un enseignement professionnel qui, pour la première fois, réussirait enfin, et ça n'était pas le cas, hélas, il y a 20 ans ou 30 ans, réussirait enfin à attirer davantage et réussirait enfin à insérer davantage. Or, nous sommes en train d'en prendre le chemin, et de manière très concrète, dès cette rentrée. Parce qu'en 20 ans, l'enseignement professionnel a perdu 11% de ses élèves. Et rien qu'en cette rentrée, il en gagne 5%. Et il en gagne 5% pour une mesure très simple que j'ai prise et qui est très concrète. C'est que j'ai dit à chaque principal de collège de France qu'il ne serait plus évalué sur le nombre d'élèves qui partent dans l'enseignement général, technologique, professionnel ou l'apprentissage. Et ça s'est traduit immédiatement par une politique qui n'est pas une politique du chiffre, justement, et qui est une politique de l'intérêt de l'élève. Et c'est ainsi que les premiers vœux des élèves sont plus satisfaits en cette rentrée. Nous sommes ambitieux parce que nous aurons plus de campus professionnels dans le futur. Nous sommes ambitieux parce que les thématiques d'avenir seront présentes dans l'enseignement professionnel. Et enfin, nous serons ambitieux parce que nous avons une ambition pédagogique pour l'enseignement professionnel qui se voit déjà en cette rentrée parce que notre logique est qualitative et pas quantitative. Je ne prendrai qu'un exemple, l'exemple que vous avez choisi, celui de l'insertion dans l'enseignement supérieur. Avec Frédéric Vidal, nous y avons travaillé très étroitement dès l'année dernière. Et contrairement à ce que vous dites, Parcoursup a été un énorme progrès de ce point de vue-là. Parce que les bacheliers professionnels échouent la plupart du temps à l'université, vous avez eu raison de le dire, mais ils réussissent plus souvent en BTS. Eh bien, en cette rentrée, nous avons réussi à en affecter beaucoup plus en BTS, un pourcentage très significatif. Nous sommes montés à 28%, c'est un record, et c'est grâce à cela que nous aurons du succès pour ces bacheliers professionnels. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Viry. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, lors des questions d'actualité de la semaine dernière, votre ministre de l'Économie et des Finances s'est vanté que la France crée à nouveau des emplois industriels. Cela est peut-être vrai dans les projections parisiennes de Bercy. Mais qu'en est-il sur le terrain, Monsieur le Premier ministre? Voyons-nous dans les territoires industriels, dans les territoires ruraux, des créations d'emplois? Voyons-nous les personnes retrouver massivement le chemin de l'emploi? La réponse est non. Cette affirmation est un leurre et permettez-moi de le prouver par un cas concret. L'entreprise Viskase, qui réalise d'importants bénéfices en France, va licencier 92 personnes, alors que son site de Thaon-les-Vosges a su évoluer sans discontinuer depuis 41 ans pour s'adapter au marché mondial, notamment grâce aux efforts de tous ses salariés. L'entreprise va délocaliser la production de boyaux de saucisses en Pologne. La Pologne qui, une fois encore, pose la question de la cohérence de l'Union européenne, qui aura versé plus de 150 milliards entre 2017 et 2020 à ce pays,
tout en acceptant le dumping social. Cette même Pologne qui faisait l'objet de la fureur du candidat Macron, disant en 2017, et je le cite, « Dans les 3 mois qui suivront mon élection, il y aura une décision prise sur la Pologne. Je mets ma responsabilité sur la table sur ce sujet. » Où sont les décisions sur les délocalisations en Pologne? Où est la promesse du candidat Macron? Le président Macron, désormais, va-t-il engager sa responsabilité sur ce dossier et sur les futures délocalisations en Pologne comme il s'y était engagé? Alors, Monsieur le Premier ministre, vous et votre gouvernement, qui, pour le ministre de l'économie, tout va pour le meilleur des mondes dans le milieu industriel. Pourtant, la réalité est tout autre. Dès lors, concrètement, qu'allez-vous entreprendre pour non seulement sauver les 92 salariés des Vosges et leurs familles, mais également pour relancer la politique industrielle dans son ensemble dans notre pays? Je vous remercie pour votre réponse précise. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vieri, je vais vous dire la meilleure façon de lutter contre les délocalisations, c'est encore de rendre notre territoire attractif. C'est de voter l'allègement des charges. C'est de voter ce qui a été décidé par le Premier ministre sur le suramortissement des machines. C'est de voter la simplification des seuils sociaux qui est prévue dans la loi Pacte. Alors encore un effort, messieurs les Républicains, ne vous abstenez pas sur le plan pour la croissance et la transformation des entreprises, votez pour et vous lutterez contre les délocalisations. S'agissant de l'entreprise Viskase, nous suivons la situation de très près. Vous pourriez donner un panorama complet. L'entreprise a décidé de garder les 20 machines les plus performantes sur son territoire pour développer son activité sur votre territoire auquel je connais votre attachement et en Bretagne. Et j'ai demandé au délégué interministériel aux restructurations de prendre contact avec le président de Viskase pour nous assurer de ses intentions. Je vous tiendrai bien entendu, vous-même comme les salariés, au courant de ces décisions. Mais nous nous battons. Nous nous battons pour garder GMS dans la Creuse et nous avons gardé l'entreprise ouverte. Nous nous battons pour Altifort puisse reprendre le site d'Ascoval dans le Nord où nous savons que la situation aujourd'hui est difficile sur un marché de l'acier qui est totalement déprimé. Nous nous battons pour que la transition entre Ford et l'éventuel repreneur Punch à Blanquefort, à Bordeaux, se passe dans les meilleures conditions possibles. Et je me bats pour que l'usine Blanquefort à Bordeaux puisse rester ouverte. J'ai appelé il y a quelques jours le conseiller économique du président des États-Unis pour lui demander, lui aussi, son soutien sur ce sujet. Donc oui, nous nous battons pour garder chaque emploi en France, mais je vous le redis, la meilleure façon de développer l'emploi industriel, c'est de voter nos réformes sur l'allègement de la fiscalité du capital, sur le renforcement de l'innovation, sur la simplification de la vie des industriels. Votez nos décisions, vous soutiendrez l'industrie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Pascale Fontenelle-Personne. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Madame la ministre, l'année 2018 marque la fin d'une belle aventure, celle de la mission du centenaire, qui a réalisé un travail magnifique dans le cadre de ce cycle mémoriel de la Grande Guerre. La tâche accomplie est impressionnante. Commémoration, cérémonie, exposition, déplacements présidentiels et ministériels ou encore numérisation de centaines de milliers d'archives. Nous ne pouvons être qu'admiratifs de ce travail de titan réalisé par les services des différents ministères ainsi que par de nombreux bénévoles. De ce temps fort, il est temps de tirer les premières conclusions. En France, des centaines de manifestations ont attiré des millions de nos concitoyens qui chérissent notre histoire et le souvenir de nos aïeux disparus. Des dizaines de milliers d'écoliers ont porté de nombreux projets autour de la thématique du souvenir. La grande majorité des députés présents sur ces bancs ont participé au temps fort de commémoration avec la cocarde tricolore épinglée sur la veste. Madame la ministre, notre pays est riche de son histoire. Aujourd'hui, il est important de mettre en avant cette richesse qu'est le tourisme de mémoire. La France reste le premier pays touristique au monde. Nous voulons atteindre en 2020 les 100 millions de visiteurs annuels. Un programme pour mettre particulièrement en avant ce secteur, qu'il s'agisse de la fréquentation des musées, des lieux historiques, mais également des services annexes comme la restauration ou les sociétés de transport, serait tout autant un coup de projecteur pour nos territoires qu'un hommage à la mémoire de nos disparus. Nous fêterons l'année prochaine les 20 ans de la fin de la guerre du Kosovo ou encore les 80 ans du début de la Seconde Grande Guerre. Nos soldats, leurs familles et nos héros tombés au combat méritent ce travail de notre part. Madame la ministre,
À l'approche du 11 novembre, qui marquera la fin de la mission du centenaire, pouvez-vous aujourd'hui vous engager sur un programme de communication et de valorisation de nos territoires historiques au travers du développement du tourisme de mémoire? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Pascale Fontenelle-Personne. Vous abordez un sujet important, et en tout cas un sujet qui intéresse tous les élus des territoires qui sont concernés par ces lieux mémoriels, qui posent la question régulièrement, mais après le centenaire, qu'allons-nous faire et qu'allons-nous devenir? Vous avez rappelé, et c'est important, que ce centenaire a été un vrai succès. Un succès de tous les Français, je crois, et de tous les territoires. Un succès qui a amené pratiquement 12 millions de visiteurs sur ces lieux, dont 30% d'étrangers, 1 million d'enfants. Et je crois que ce succès est à mettre au crédit de tous les territoires et de l'État et du ministère des Armées qui ont été des acteurs majeurs dans ce domaine. Le ministère des Armées a été un acteur majeur, d'abord parce qu'il a investi, ensuite parce qu'il a fédéré les différents acteurs, conseils régionaux, conseils départementaux et communes, pour développer ces lieux de mémoire et aussi développer le tourisme de mémoire. Nous allons effectuer un bilan. Il faut que nous connaissions quelles ont été les véritables retombées économiques. Il faut aussi que nous connaissions mieux les publics qui fréquentent ces lieux. À partir de ce bilan, nous élaborerons une stratégie et nous envisagerons des investissements. Je crois que c'est la logique qui doit primer dans ce domaine. En tout cas, notre ministère poursuivra bien sûr, continuera à fédérer les acteurs autour de ces projets de mémoire, continuera bien sûr à investir dans les lieux qui lui sont propres et continuera d'amener tous les outils qui ont été mis en œuvre, et notamment les labellisations par Atout France. Nous poursuivrons ce travail de labellisation afin d'accompagner tous les territoires qui méritent bien, ce sont souvent des territoires ruraux, qui méritent bien que l'on continue d'accompagner ce tourisme mémoriel si important pour eux. Merci Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour 10 minutes.